Et aujourd'hui, vous avez 45 000 abonnés sur LinkedIn, vous êtes très suivi. Vous êtes l'un des notaires, je pense, les plus suivis de France. J'ai signé mon protocole d'association le vendredi 13 mars 2020. Et après, le confinement est arrivé le 4-5 jours après. J'avais une image assez négative des réseaux sociaux, au départ. Franchement, j'avais beaucoup de préjugés. Ce qui est important, c'est d'avoir une forme quand même de variété dans sa ligne éditoriale. En même temps, il ne faut pas hésiter à marteler certains messages, parce qu'ils sont importants, parce que vous vous dites, je l'ai déjà dit, mais à chaque fois, ce n'est pas les mêmes gens qui vont vous voir. Enchanté Olivier, Bonjour. Très content de vous avoir. Vous êtes notaire associé chez Actes et Notaires à Paris, et vous êtes anciennement chargé de l'enseignement, si j'ai bien compris. Oui, j'ai fait un peu d'enseignement à l'université. Et aujourd'hui, vous avez 45 000 abonnés sur LinkedIn, vous êtes très suivi. Vous êtes l'un des notaires, je pense, les plus suivis de France sur ce réseau-là. Et je trouvais que l'approche était géniale. Nous, chez Orama, on a tendance à la base à travailler avec les avocats et on s'est ouvert sur les professions réglementées. Et ne serait-ce que pour les avocats et pour les autres professions, comprendre un peu comment évolue la profession de notaire, parce que je pense que vous avez une belle vision là-dessus. Et comment vous avez réussi à développer cette audience, pourquoi vous l'avez fait. Finalement, c'est un peu une continuité sur le côté, je trouvais, chargé d'enseignement, parce qu'en fait, vous le mettez maintenant au grand jour, tout ce que vous connaissez. Et voilà, je voulais parler de ça, et j'étais trop content de vous avoir, parce que vous êtes déjà, je trouve, bien suivi, et les posts sont très appréciés de mon côté. Merci. Et je pense que c'est partagé par beaucoup de gens. Donc je vous laisse vous présenter. J'ai plein de questions. Et puis voilà, le premier notaire, vous êtes le premier notaire à passer sur le cheat code. Merci pour l'invitation, puis très honoré d'être le premier notaire sur le média. Donc je m'appelle Olivier Ponneau, je suis notaire dans le 15e, moi j'exerce dans le 15e, dans le groupe Actes et Notaires Associés, qui est une structure multi-office. On a 2 études dans la région de Clermont-Ferrand. Moi, je m'occupe de celle de Paris 15e avec un de mes associés. J'ai 43 ans, père de famille, 2 enfants. Et je me suis mis sur les réseaux, mais j'avais fait pas mal de choses avant les réseaux sociaux. J'ai quand même 20 ans de carrière derrière moi. Je suis notaire associé depuis quelques années déjà, mais j'ai une bonne connaissance du notariat en général, puisque c'est une profession dont j'ai gravi les échelons vraiment un à un, de stagiaire jusqu'à notaire associé. J'ai travaillé dans pas mal d'études, en Île-de-France, en banlieue parisienne, à Paris, pour pas mal de types de clientèle, du particulier à l'institutionnel, à la clientèle un peu plus banque privée. Donc je me suis forgé quand même un profil avec pas mal d'expérience, et puis une activité assez étendue, généraliste, ce qui me donne quand même une bonne vision des besoins des clients et des orientations du milieu du patrimoine et de la profession en général. Est-ce que, je fais déjà un parallèle, mais on parle beaucoup de spécialisation chez les avocats. Est-ce que chez les notaires, on vous parle aussi de se spécialiser tôt aujourd'hui, ou est-ce que le notaire généraliste est encore vachement valorisé Alors, c'est une question qui n'est pas facile pour le notaire, parce que je pense que le notariat n'échappe pas à une forme de spécialisation qui est déjà, je trouve, assez prononcée chez les avocats. Je pense que si vous avez besoin d'un avocat pour un problème de droit du travail, vous ne vous dites pas, tiens, je vais aller voir un bon généraliste. Vous vous dites, je vais aller voir une pointure en droit du travail. Pareil si c'est du pénal, du fiscal ou autre chose. Pour le notaire, c'est un peu différent, parce que déjà, on a une obligation, entre guillemets, statutaire de pouvoir traiter tout type de dossier. C'est quand même délicat de refuser un dossier. Alors, on a le droit, si on ne se sent pas soit en confiance avec le client, soit pas à la hauteur techniquement, si c'est vraiment très pointu, mais pour des choses pointues. C'est délicat de dire « je suis un notaire immobilier et je ne fais pas de contrat de mariage, je ne fais pas… Donc, en tant que structure, c'est délicat.
et ça serait mal vu par les instances, à juste titre, parce qu'on est officier public et on doit à nos clients un service public notarial. Donc c'est délicat de dire je m'installe dans une ville et je ne fais pas de contrat de mariage, je ne fais pas de divorce, aller dans une autre ville et moi, voilà, je fais que ça. Bon, maintenant, c'est vrai qu'à l'intérieur d'une structure d'une certaine taille, maintenant, il y a beaucoup de répartition de compétences qui se font. Et il peut y avoir des notaires, mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, qui vont être ultra spécialisés dans l'immobilier institutionnel et qui ne vont pas forcément pratiquer de donation, trop savoir ce que c'est. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une réponse à un besoin du marché et de l'environnement qui devient de plus en plus pointu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont des choses vraiment pointues à obtenir. Et c'est délicat pour eux d'aller voir quelqu'un qui a une compétence moyenne dans ce domaine. Et donc, on se doit aussi de trouver cet équilibre entre ce service public et la réponse à ce besoin de prestations vraiment pointues, quoi, dans certains domaines. Bon, j'ai déjà divergé, mais c'est intéressant, je pense, de savoir ça, parce que c'est vrai qu'on parle d'hyper-spécialisation chez les avocats, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est effectivement moins le cas chez les notaires. Mais on va retourner sur vous, parce que c'est un peu le but de l'idée, sachant que vous avez quand même une manière d'accompagner, une manière de du moins communiquer qui est assez... comment vous êtes arrivé à commencer à raconter un petit peu ce que vous saviez sur les réseaux sociaux, qui vous a un peu poussé vers cette dynamique-là, et qu'est-ce que ça vous rapporte aussi pour pousser peut-être des confrères à vous, d'autres notaires, à commencer à partir un peu sur cette démarche-là, peut-être sur d'autres manières de communiquer. Hein. Mais vous, comment vous avez fait ça et comment vous avez construit un peu cette habitude ? Est-ce que vous publiez de manière relativement régulière, hein. On est sur un post ou 2 par semaine, quelque chose comme ça ? Oui, j'essaie d'avoir en moyenne 3 posts par semaine. Alors il y a des semaines c'est 2, il y a des semaines c'est 4-5, si j'ai du contenu, si je suis inspiré, si j'ai du temps. Parce que je ne publie pas pour publier. On sent que c'est authentique, effectivement. Voilà, je me dis, si j'ai quelque chose à dire, si j'ai une énergie à transmettre, j'envoie une publication, mais je ne me dis pas, voilà, mardi, il faut que j'envoie quelque chose. Parce que pour moi, je le prends comme un côté un peu artistique aussi. Ça me sort de mon métier un peu technique. Et j'essaie voilà, de mettre une énergie dans ce que je fais, quoi. Donc je ne m'impose pas de planning de publication. C'est intéressant. Fixe. Voilà. Je me dis, dans la semaine, il faut que je communique au moins 2-3 fois. C'est atteignable maintenant pour moi, mais ce n'était pas le cas au début. Au début, j'avais du mal à trouver une idée par mois. Ouais, j'imagine. Alors, pourquoi j'y suis venu ? En fait, c'est un peu la fatalité. C'est-à-dire que j'ai commencé un projet entrepreneurial à partir de 2018, grâce à la loi Macron, avec mes associés actuels, où on a créé cette étude à Paris 15e. Donc, au départ, c'était une création un peu, comment dire, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on était sur un format où on avait un développement local, on comptait sur notre réseau, invitation à déjeuner, événements physiques. Je commençais à m'intéresser à LinkedIn parce que je voyais, ça m'intéressait, mais bon, j'y consacrais pas plus d'énergie que ça. Et puis après, donc j'ai signé mon protocole d'association le vendredi 13 mars 2020. Et après, le confinement est arrivé le mardi. C'est le lendemain, je crois. C'était vraiment 4-5 jours après. Et donc, ça m'a mis quand même avec une charge d'entreprise. Mentale et financière, quoi. Voilà. Et complètement bloqué à la maison. J'avais ma femme qui était enceinte du 2e enfant, tout ça. Et donc je me suis dit, bon, et c'est vrai que le début du confinement, à l'époque, c'était quand même la grosse loose, quoi. C'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Et les 3 premières semaines, on se disait, mais est-ce qu'on remettra le nez dehors un jour ? Et je me suis dit, bon, j'ai toujours aimé l'informatique. C'est fou. Et je me suis dit, bah écoute, il faut que tu regardes un peu ce qui se fait dans le digital pour traiter les clients à distance. Et puis, il faut que tu vois un peu ce qui se fait dans les sites internet, la com digitale et tout. Donc, je me suis formé un peu sur les outils, tout ça. Et puis, j'ai commencé par les sites internet. D'ailleurs, c'est, par rapport à votre activité, c'est intéressant.
Et en fait, j'ai fait une grande découverte qui était le néant. Ça m'a surpris, parce qu'au début, j'ai fait ma revue de presse de site, États-Unis, tout ça. Je me suis dit, ils ont 30 ans d'avance, je vais prendre leur concept, je vais copier. Et en fait, il n'y avait rien de dingue, quoi. Ouais. En matière de site web pour les notaires. Site web, pour les avocats en général, ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'équivalent notarial là-bas, mais ils sont fournis, quoi, d'avocats aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Il y a un grand marché, quoi. Donc mais en fait, les sites web, c'était pas fou, ni techniquement, ni en termes de contenu, c'était très artisanal. Et en fait, après, j'ai cherché des influenceurs dans le domaine du droit, à l'étranger, etc., en Europe, en France. Et il n'y avait pas... Non plus. Et donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai pris conscience, j'ai dit, tiens, en fait, c'est une industrie qui n'a pas pris le virage du digital comme le e-commerce, par exemple. Où, le e-commerce, il y a des sites incroyables depuis 15 ans. Enfin, on est en 2020 à l'époque. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, parce que j'avais une image assez négative des réseaux sociaux, quoi, au départ. Franchement, j'avais beaucoup de préjugés. Comme beaucoup de notaires, je pense. Hein. Oui, et puis j'ai 43 ans, donc j'avais 39, 38, 40 ans. J'étais un peu à la bascule, quoi. J'étais encore assez jeune pour me dire, je me lance dans un truc. Et j'étais assez vieux pour avoir des messages à délivrer, une expérience, quoi. Et ce que je me suis dit, moi j'avais vu, je voyais que le côté superficiel, un peu m'as-tu vu, maillot de bain, etc. Côté Instagram un peu. Mais en fait, même derrière ça, ce sur quoi j'avais des préjugés, il y a beaucoup de travail. C'est ce dont je me suis aperçu en creusant la question. C'est un gros boulot, quel que soit le domaine. Et j'ai vu une forme de décalage, parce que j'ai vu qu'il y a des gens où il y avait un contenu que moi je considérais comme superficiel, même s'il y a du travail derrière, qui faisait des millions de vues. Et je me suis dit, des experts au sens large, notaires, comptables, avocats, qui ont quand même une grande valeur à délivrer, c'est même pas, c'est une présence qui était inexistante. Et je me suis dit, il faudrait essayer de marier ces codes qui permettent d'avoir de la visibilité avec un message qui donne une valeur à des gens qui en ont besoin, quoi. Et puis c'était le moment où il y avait un virage, où les gens un peu plus âgés commençaient à aller sur les réseaux, notamment avec le confinement. Bloqué chez soi. Voilà. Et donc j'ai identifié LinkedIn comme étant le réseau le plus approprié, CSP+, pour délivrer des messages, toucher éventuellement des professionnels. Donc déjà, j'ai dû me former du point de vue, technique. Parce que comment fonctionne la plateforme, comment on fait un post, bien sûr. Quelle est la différence entre un post et un article, comment on accroche une photo, comment on fait son profil, des trucs basiques, quoi, comme utiliser Excel ou Word. Donc déjà, j'ai dû me former là-dessus. J'ai fait des tutos, j'ai fait 2-3 masterclass. Mais du coup, tout seul, via Oui, parce qu'en fait, dès le début, j'ai eu la volonté d'être en autoproduction. Parce que j'avais la volonté de comprendre par moi-même et de ne pas être dépendant d'une agence de com ou un truc comme ça, quoi. D'une agence, quoi. Et je dis éventuellement après je déléguerai, mais je voulais déléguer en maîtrisant, parce que l'image, la réputation, c'est tellement important dans ce business. J'ai dit je peux pas trop m'éloigner du cœur de cette activité. Donc j'ai vraiment voulu me former techniquement pour comprendre. Donc il y a 2-3 personnes aussi qui m'ont aidé, qui m'ont donné une vision, des conseils. Et donc après, j'ai commencé à aller de plus en plus sur la plateforme, à essayer d'étendre mon réseau. Et puis il faut saisir les codes aussi de la plateforme, quoi. Et alors au début, c'est vrai moi j'étais quand même très excité de le faire, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais j'étais un peu terrorisé aussi, parce qu'en fait, on sortait du confinement et j'avais peur que les gens me considèrent comme un vautour, en fait. C'est-à-dire, oui, parce qu'il y avait des problèmes, les gens étaient malades, décédaient, etc. Et j'ai dit, si je commence à publier à la fin du confinement, les gens, est-ce qu'ils ne vont pas dire, oui, c'est un notaire, il a avec ses testaments, c'est un vautour et tout, il marche derrière un corbillard. J'avais peur de ce mauvais buzz.
Et en fait, j'ai été agréablement surpris parce que je me suis aperçu que les gens étaient quand même en demande d'infos sur ces trucs, sur ces sujets-là. Bien sûr. Et c'est vrai que il y avait des contenus déjà de valeur scientifique intéressante, mais la forme était quand même pas dans les canons de ces plateformes, quoi. On peut trouver des vidéos, mais c'est des vidéos de 45 minutes, etc., avec des plans très académiques. Pour installer un particulier devant un contenu comme ça, c'est quasiment impossible, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette volonté, j'ai commencé à publier au déconfinement, et donc j'ai rencontré les gens de mon entourage immédiat, ont commencé à m'en parler. J'ai fait 2-3 vidéos qui ont pas mal marché, sur lesquelles j'ai eu des bons retours, mais on ne peut pas dire que j'ai percé. Non, tout de suite. Pas fait ça restait quand même sur une niche, confidentiel. Ouais. C'est une niche. Donc je faisais quelques centaines, quelques milliers de vues sur des posts, ce qui est déjà beaucoup sur une plateforme comme LinkedIn. Mais j'ai continué, quoi. J'avais du mal à trouver des idées, même une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois. C'est difficile de construire une ligne éditoriale en réalité. Mais j'essayais toujours de faire des petites vidéos, des petits trucs. Surtout quand il n'y a rien en plus. C'est-à-dire que vous étiez le seul presque. Donc, oui. Difficile de s'inspirer, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait déjà, il y avait pas trop de modèles pour s'en inspirer. Et en plus, le deuxième problème, c'est qu'il n'y avait pas de frontières. C'est-à-dire que moi, je voulais faire quelque chose qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver en revue de presse, en contenu très qualitatif du point de vue scientifique, mais moins attrayant du point de vue communication, quoi. Et donc, c'est pas facile parce qu'on a peur du ridicule quand même. Et donc, j'ai essayé de construire une ligne éditoriale avec un peu d'humour, un peu décalé, un peu attrayant, un peu avec des punchlines, quoi, parfois, qui n'étaient pas forcément drôles en soi, mais qui étaient impactantes, qui donnaient envie de lire la suite. Et donc, j'y suis allé à tâtons, parce que je ne savais pas ce qui pouvait être accepté par l'audience en termes B2B, B2C, en termes de retour, quoi, de réputation. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai quand même pas mal défini ces frontières, quoi. J'ai contribué à les définir parce que peu de gens faisaient de l'humour sur ces sujets-là, les testaments, les trucs. On pense que ça s'y prête pas, quoi. Et le droit en général. Et donc, à un moment donné, au bout d'un an, quand même, c'était le fin du premier trimestre de l'année suivante, vers 2021, j'ai fait une série de 2-3 posts où ça a vraiment fait du buzz, quoi. Donc, j'ai fait 2-3 posts à 100 000 vues, quelques centaines, quelques milliers de likes, ce qui est beaucoup, quoi, sur LinkedIn. Et là, ça a commencé à me donner confiance, j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait intéresser l'audience, comment il fallait tourner les choses, donc, et les sujets aussi qui et finalement, c'était quoi un petit peu? C'était le fait d'avoir une belle accroche, de pousser de donner envie d'en savoir plus? C'est un mix, en fait. Je pense que déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon sujet qui va intéresser une audience, pas forcément quantitative, hein. C'est-à-dire que on peut avoir un poste intéressant en termes de développement d'audience en touchant 50 personnes. C'est clair. Ou aussi en touchant 100 000, quoi. Donc il faut déjà un sujet. Donc un des premiers où j'ai buzzé, par exemple, c'était pas forcément technique, c'était la position des femmes dans la profession notariale. Okay. Et notamment le différentiel de traitement qu'elle pouvait subir en tant que femme de la part de la clientèle. Okay. Et je racontais une expérience que j'avais eue quand j'étais jeune clerc, où en fait, en tant qu'homme, j'étais le seul homme dans une étude de 30 collaborateurs. Et en fait, j'étais un débutant total, mais en fait, dans l'œil de beaucoup de clients, j'étais le patron. Parce que j'avais un costume, que j'étais un homme et tout. Et en fait, il y a beaucoup de mes collègues qui pouvaient avoir 5, 10, 15 ans d'expérience, qui étaient ramenés à une condition
dans l'œil du client hiérarchique inférieure à la mienne, juste par cette perception, quoi. Et en fait, on était tous les deux victimes de ça, parce qu'elles, elles en étaient victimes, et moi, j'en étais un peu victime aussi, parce que je ne le recherchais pas. Mais ça met dans une position qui n'est pas forcément... Ouais. Et donc, j'avais fait un post sur ce sujet-là qui avait touché beaucoup de gens, parce que c'était, déjà, c'était sincère, quoi. C'était une expérience, et je pense que beaucoup de gens s'y sont reconnus également. Et en fait, là, on prend conscience du fait que des choses qui peuvent être personnelles ou évidentes pour soi peuvent avoir une valeur très importante pour d'autres gens également. J'avais fait aussi un post qui avait bien marché sur Pax, contrat de mariage, le couple en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là ou qui ne se les posaient pas et qui découvrent le sujet à travers les réseaux sociaux. Et là, voilà, ça m'a donné une espèce d'élan, de confiance, où je me suis dit, je suis capable de le faire. Et en fait, il y a une demande sur ces sujets-là. De là, vous avez commencé à recevoir des mots. Oui, c'est-à-dire... voilà, c'est-à-dire que... Parce qu'il fallait qu'il y ait un intérêt quand même business dans tout ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, au début, quand même, c'est le désert. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on publie, on se dit juste qu'on passe pour un con, alors qu'en fait... Ouais, on prend des risques, quoi. Peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a des références. Mais au tout début, c'est juste du temps, des risques, et on ne sait pas, quoi. Et déjà, au début, on n'a pas d'audience. Donc, on n'a pas d'audience, on n'a pas de retour, entre guillemets, business. Donc, ça suppose déjà de construire une ligne éditoriale, construire une audience, et après, les retours peuvent se faire. Mais en fait, c'est assez long. Bien sûr. C'est important de le dire, je pense. Ouais, c'est quand même un travail de longue haleine, qui est intéressant, à titre perso, pour plein de raisons. Mais en fait, ça n'a d'intérêt que si on le construit sur la durée, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que le faire au coup par coup, même très viral, en fait, il vaut mieux faire 1 ou 2 posts par mois, faire 500, 3000, 5000 vues, mais être régulier, plutôt qu'en faire 2 par an à 1 million de vues. Qui souvent apportent peut-être... Alors du coup, vous l'avez vu, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait des posts qui sont hyper viraux comme ça, mais c'est pas forcément ceux qui rapportent le plus d'activité. Parfois, c'est finalement des trucs un peu plus techniques. Parce que c'est quand même piégeux, les réseaux sociaux, parce que ce côté viral, ça flatte l'ego quand même, il faut le dire. Et ça peut être un piège dans la construction de sa ligne éditoriale. Il ne faut pas tomber dans ce piège d'en vouloir toujours plus, ou de forcément vouloir maintenir un certain niveau de viralité. Parce que ce n'est pas forcément la meilleure boussole, quoi. Il faut y aller à tâtons. Moi, j'ai la chance d'avoir construit les deux. J'ai réussi à faire du scientifique, avoir une audience. Mais c'est pas forcément de faire du mass market. Faut pas que ça soit l'objectif premier, quoi. Je pense. C'est un peu de notoriété, beaucoup de crédibilité, apporter beaucoup de valeur, et au fur et à mesure de première chose, c'est ça, c'est de montrer son expertise, parce qu'on est expert. Ça, c'est la première chose. C'est rassurant au début en plus. Voilà, expliquer ce qu'on fait, expliquer comment on le fait, la valeur que ça procure. Ça, c'est la base. Après, tout ce qui est développement, nombre d'abonnés, vues de posts, ça vient vraiment en deuxième. Il ne faut pas se fixer de dire je veux faire 500 000, 1 million de vues. Ça n'a pas vraiment de sens en réalité, parce qu'il faut explorer toutes les niches, on parle. C'est important aussi de dire au début de créer une audience, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent. Ils n'ont que des confrères dans leur réseau. Oui, et ça, en fait, ils vont parler qu'à leurs confrères. Alors peut-être qu'ils vont faire je ne sais pas s'il y a de la prescription chez les notaires. J'imagine que de temps en temps ça arrive. Mais peut-être moins que chez les avocats, où il y a des domaines d'intervention plus marqués. C'est ça. Et c'est important d'aller, et même accepter de se dire, moi je vais aller ajouter des personnes au début, parce que j'ai personne dans mon réseau. Et en fait, quand on a personne dans son réseau, il faut mettre l'ego de côté et dire, c'est à moi d'aller vers les gens.
Ce C'est podcast, c'est un exemple. Hein. Moi, Ouais. au début, je connaissais quelques avocats, mais j'en connaissais pas des milliers. Et c'est ce type d'action de notoriété et LinkedIn et ce genre de choses qui font que on développe au fur et à C'est ça. mesure une audience. Et là, ça a intérêt Oui. de publier. Parce que si on publie pour 20 personnes ou 300 personnes, c'est un peu une petite audience, mais c'est pas encore assez. Faut pas hésiter à aller chercher. Oui, oui, oui. Et puis là, du coup, puisque là, vous étiez le seul, j'imagine que vous avez eu beaucoup de monde qui sont venus au fur et à mesure du temps grâce à des posts un peu plus viraux. Et Ouais. derrière, des posts un petit peu plus C'est ça. techniques. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir une forme quand même de variété dans sa ligne éditoriale. En même temps, il ne faut pas hésiter à marteler certains messages, Ouais. parce qu'ils sont importants, parce que vous vous dites, je l'ai déjà dit, mais Ouais, c'est à chaque fois, important, ce n'est ça. pas les mêmes gens qui vont vous voir. C'est C'est clair. le fonctionnement de ces plateformes. Vous pouvez faire 2 fois 50 000 vues sur le même post, Ouais. mais les 50 000 ne vont pas être les mêmes. Il y aura peut-être une partie qui seront les mêmes, mais ça ne sera pas les mêmes. Ouais. Donc en même temps, il ne faut pas hésiter à se répéter. En même temps, il faut faire attention à ne pas lasser Bien sûr. son audience, parce que les gens, ils sont très attirés par la distraction à notre époque, au sens large. Distraction, c'est-à-dire que vous venez sur un réseau, vous cherchez de l'info, vous cherchez une forme de distraction. Donc si c'est toujours la même accroche, toujours la même structure, les gens, ils vous lisent 2, 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, ils se disent, ça j'ai déjà C'est lu, j'ai envie d'autre chose. Ouais. Quand vous recyclez quelque chose, vous le retravaillez un petit peu en Ça général, dépend. ou des fois ça arrive qu'on relance. Soit je retravaille, j'ai quand même un certain nombre de posts qui sont un peu intemporels, universels sur certains sujets, et que je rediffuse régulièrement. De temps en temps. Quoi. Parce qu'ils sont très clairs, ils sont importants pour les gens, ils marchent très bien, ils sont intelligibles. Donc si je les réécris, ce sera peut-être moins bien. Donc je les ressors. Mais je les ressors tous les ans. Quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important. Ouais. Et puis c'est bien de se dire, voilà, on a travaillé. C'est dommage de le mettre à la poubelle. Il faut le réutiliser. C'est quand même du temps à chaque fois. Et ça peut rassurer certains de se dire, mon travail que j'ai réalisé, il n'est pas terminé. C'est pas dans les méandres de LinkedIn et c'est fini. Il faut pas hésiter à lancer la machine. Bah oui, surtout que les communautés, elles se développent. Donc il y a des choses que j'ai écrites, j'avais 5000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 45 000. Donc si je ressors le même post, bah forcément, entre-temps, ma communauté a grossi et je vais toucher des gens différents. Et du coup, parce que la période, elle était vraiment spéciale. Il y a eu Covid après, une économie qui était quand même bien repartie. Et ensuite, pareil, l'immobilier qui rechute depuis bientôt un an et demi, des choses comme ça. Est-ce que grâce à cette communauté, grâce à cette communication, vous l'avez moins senti ? Vous avez quand même réussi à avoir quand même pas mal. Alors forcément, vous l'avez senti, j'imagine. On ne peut pas contrer le marché, mais on peut quand même réduire la casse. Est-ce que vous l'avez quand même senti ? Je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir fait parce que je l'ai fait à une époque où je pensais, on se demandait si tout allait s'effondrer. Okay. Après, ça a repris vraiment plein pot après le déconfinement, mais j'ai pas lâché le concept. Donc le marché a été fou jusqu'en 2022. Okay. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué tout ce travail de communication. Et c'est vrai que quand ça s'est vraiment tassé 2023-2024 maintenant, on est dans une période où je suis content d'avoir ça. Ouais, bien sûr. Parce que si je le commençais maintenant, déjà il y a tout le temps d'apprentissage. Et puis il y a beaucoup plus de monde qu'avant maintenant sur ces thématiques. Et c'est vrai que ça m'aide clairement parce que ça m'a permis de rencontrer des gens, nouer des partenariats, avoir une communauté beaucoup plus d'impact. J'ai peut-être plus de temps maintenant à certains moments pour publier. Donc, comme je le fais avec toute l'expertise que j'ai accumulée, la communauté, l'impact, il est démultiplié. Quoi. Et puis, ce que je le répète souvent, mais quand on parlait de répète et que c'est important de le dire, de faire passer des messages, mais pour moi, le marketing, c'est quand on est en haut de la vague qu'il faut toujours continuer, parce que derrière, il y a forcément quelque chose d'un peu plus bas. Donc, on se dit toujours, ah là, ça y est, je suis débordé, c'est bon, je peux calmer la communication, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Je suis en haut,
j'ai envie d'y rester. Donc on continue de communiquer parce que ça va forcément redescendre. Donc si j'arrête de communiquer, le creux, il va être beaucoup plus profond que ce que ça aurait pu être. Donc c'est hyper important de garder garder ce cap, quoi. Il faut avoir une politique et culturellement dans les professions réglementées, c'est nouveau quand même parce que c'est quand même des professions, secret professionnel, discrétion. Mais secret professionnel et discrétion ne veulent pas dire invisibilité. Ouais, c'est clair. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on est dans une époque où la pression concurrentielle est plus forte, où les attentes des clients sont beaucoup plus élevées, où l'environnement juridique est beaucoup plus complexe. Donc, on n'a pas d'autre choix que de communiquer, quoi. Ouais, sinon, et à quoi je pensais, c'était que finalement, là, quand on communique comme vous l'avez fait, on se peut se dire, je suis sur LinkedIn, je vois tous vos confrères qui communiquent aussi. Ouais. Et je pense que la plupart des avocats aujourd'hui, quand ils vont sur LinkedIn, ils voient tous les confrères faire la même chose. Ouais. Mais il faut aussi ouvrir un jour le LinkedIn d'un ami qui n'est pas du tout dans votre profession. Ouais. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes fils que vous. Et qu'il y a quand même de la place encore à se positionner, à commencer à communiquer. Parce qu'il y en a plein qui se disent non mais c'est bon maintenant, la vague est passée, j'ai plus besoin de communiquer sur ces réseaux, va falloir que je trouve autre chose, une autre manière un peu farfelue. Alors ça peut marcher, mais si vous pensez qu'il n'y a pas de place, c'est parce que vous êtes dans un algorithme avec tous vos confrères qui font la même chose. Ouais. Mais allez voir ailleurs et vous allez voir qu'en fait il y a quand même encore de la place. Hein. Et je trouve qu'il y a tellement de valeur qui est partagée sur ce que vous faites, je pense. Que ne serait-ce que l'amener d'une manière différente, là, vous l'amenez toujours avec un peu d'humour. Déjà, c'est une manière de communiquer qui va plaire à un prisme de personnes. Et donc, peut-être qu'arriver hyper sérieux ou arriver avec complètement décalé, ça peut aussi... ça peut amener. Et de toute façon, ces plateformes ont besoin de faire de la place à de nouveaux arrivants. Parce que si on installe des gens... Alors, il y a des raisons qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, Insta. Insta, c'est comme... Moi, j'en ai l'image d'un réseau où quand même, il faut énormément bosser pour percer. Déjà, c'est l'aspect vidéo qui prend beaucoup de temps. Vidéo, et puis, j'ai l'impression que la fréquence de publication est beaucoup plus... il faut envoyer plus. Alors hyper quali, quoi. Mais il y a des avocats qui arrivent, en tout cas, à faire du super travail sur le sujet. Ouais. Alors, ils sont un petit peu sensationnels, donc ils font beaucoup parler autour d'eux. Mais je pense qu'il y a des places quand même intéressant à prendre avec raconter des histoires, raconter des anecdotes anonymisées, bien entendu. Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des places à prendre. Non, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, le développement de l'offre n'est pas forcément synonyme de rétrécissement pour les acteurs qui sont dedans. Parce que plus il y a de contenu, plus ça va amener de l'intérêt sur une matière. Et puis... les gens que l'un vont amener vont regarder l'autre. Et il y a des exemples même dans la nourriture. Hein. Par exemple, vous prenez l'exemple de McDonald's qui a commencé il y a 40 ans, ils étaient tout seuls. C'est clair. Et puis maintenant, les gens ont pris l'habitude de manger ce genre de trucs. Mais eux, ils sont bien. Et pourtant, ils ont des tonnes de concurrents maintenant. Mais en fait, comme ça habitue les gens à consommer un certain type de contenu ou de nourriture, c'est quelque part, ça transforme les habitudes et ça installe dans le paysage une thématique. Je pense. C'est clair. Est-ce que vous conseillez du coup à des jeunes notaires, même des jeunes diplômés, de se lancer directement dans ce type de processus si ça leur plaît ? Oui, je pense que d'autant plus pour les jeunes, dont je ne fais plus partie, malheureusement, je suis entre les deux. Encore. Non, mais oui, parce qu'en fait, c'est l'avenir. C'est d'autant plus. Je veux dire, peut-être que moi, j'aurais encore pu m'en passer pour la deuxième partie de ma carrière. Il y a des gens qui sont encore un peu plus avancés dans leur carrière. Ils ont un réseau perso, des entreprises installées. Ils peuvent s'en passer. Mais je pense que pour quelqu'un qui a 35 ans de carrière à faire, qui commence, il n'a pas d'autre choix que d'être à l'aise sur peut-être pas sur tous les vecteurs, mais en tout cas, il faut avoir une politique, il faut avoir une sensibilité à ces choses-là. Parce que je pense, moi, mon opinion, c'est que dans quelques années, il y a une grande partie du business qui va se faire par ce biais, quoi. Par rapport au développement de nouvelles technologies, par rapport au fait que... Le digital, quoi. Du legal tech... Je veux dire...
Aujourd'hui, vous googlisez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous ne le voyez pas du tout, vous allez trouver ça suspect. C'est clair. Si vous le voyez et que ça ne renvoie pas une bonne image, qu'il y a un site mal fait, qu'il n'y a pas de site, ou qu'il y a un site ultra basique avec téléphone, Google Maps, une photo pas travaillée, versus quelqu'un qui a fait l'effort d'offrir à minima une belle vitrine. Aujourd'hui, la vitrine digitale que vous avez, elle est plus importante que votre vitrine physique. C'est clair. Donc, si vous ne faites pas l'effort à minima d'avoir une vitrine attrayante, vous vous pénalisez. Ouais, c'est clair. Bon, d'office. Après, il ne faut pas que j'en parle trop parce que forcément, c'est ma Vous paroisse. allez être vu comme... Non, mais moi, c'est mon opinion mais claire. franchement, je pense que c'est le cas. Et puis, moi, je le vois. Alors, ça ne se vérifie pas toujours dans le sens où des fois, j'ai des avocats qui avaient une clientèle qui n'était pas forcément une clientèle d'exception et plutôt plein de petites gens, etc. Et du coup, le fait d'avoir passé sur une très belle vitrine, ça a fait un petit effet ça peut faire peur à certaines personnes. Mais on était sur du droit des affaires pour la création de société, enfin des moins gros projets qu'on pourrait avoir sur certains. Mais je pense que chez les notaires, c'est différent déjà. Et puis en règle générale, l'objectif était aussi d'avoir une meilleure clientèle. Voilà. Donc ça prend son temps aussi. De toute façon, les gens qui n'en auront pas besoin ou qui s'en passeront seront des anomalies à terme. C'est clair. Mais c'est clair. Et est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez en particulier pour vous aider dans tout ça, pour ne serait-ce qu'organiser la production de contenu, ou alors ne serait-ce que pour après derrière gérer les leads entrants finalement grâce alors j'ai essayé pas mal de trucs et puis je suis revenu à du basique en fait. Alors déjà j'ai l'option LinkedIn payante qui permet de voir qui visite le profil, etc. Parce que c'est quand même intéressant. Surtout quand on a une audience pareille. Voilà, exactement. Voilà. Après, tout ce qui est stats sur les contenus, quelle vue, machin. Franchement, moi, c'est pas un truc que je suis... je regarde quand même si ça fait des vues, pas de vues, c'est intéressant de voir. Mais après, je suis pas là à regarder les metrics comme un fan de stats. Ce qui est important, c'est d'arriver à gérer sa messagerie. C'est pas facile parce que déjà, moi je suis déjà très sollicité, les mails et tout, le quotidien, les rendez-vous. Et ça, c'est vrai que cette boîte mail entre guillemets supplémentaire où les trucs ont tendance à s'empiler. Que je consulte pas toujours en temps réel. C'est pour ça que j'ai mis la réponse automatique, on en parlait. Pour au moins déjà. J'ai envoyé un mot via LinkedIn, j'ai tout de suite reçu le message. Si je mets un message d'absence. Tout de suite j'ai envoyé un mail, je me dis non mais là sinon j'aurais pas de. J'aurais jamais de retour. Et je me dis comme ça, les gens qui veulent vraiment me contacter, ils basculent sur ma boîte mail. Ma boîte mail, je la gère, quoi. Donc voilà, il y a ce. En fait, déjà, rien qu'avec LinkedIn, si on l'utilise bien, il y a déjà plein de choses. On peut programmer des posts maintenant sur LinkedIn. Avant, il fallait un logiciel extérieur. Donc, pour ceux qui veulent programmer, moi, je le fais un peu, mais pas trop. J'aime bien être dans l'instant, dans l'énergie, parce que, en fait, c'est quand même communiquer avec les gens. Donc, j'aime bien communiquer, dire, tiens, moi, c'est comme je me dis, je vais leur envoyer un message, quoi, ou je vais appeler quelqu'un. Donc c'est quand j'ai un truc à dire, quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie d'échanger, parce qu'il faut sentir aux gens qu'on leur transmet quelque chose, quoi, une énergie, un message. Après, des fois, je programme parce que j'ai un peu d'avance ou je ne suis pas là, mais je ne suis pas dans vraiment c'est pas un vrai média, quoi. Donc après, j'ai essayé des logiciels qui ne m'ont pas apporté grand-chose sur... les rédactions, les choses. L'IA, je commence un peu, ChatGPT, mais je trouve que c'est assez... Et puis moi, j'aime écrire. Mais ça se voit. Donc c'est vrai que ChatGPT, c'est une plume que je trouve un peu froide. Maintenant, j'ai essayé des fois d'avoir ChatGPT, donne-moi des idées, des trucs. Des fois, ça m'aide, quoi. Ça va me dégrossir un peu, mais franchement, à 95%, c'est ma plume, quoi. Faudrait...
tester de prendre tous vos posts dans un PDF et voir ce qui s'en sort, mais ça se trouve c'est pareil, il va quand même reprendre son grain son grain de texte qui est pas fou, quoi. Et puis c'est un robot, hein, donc je trouve ça très bien, moi, le côté authentique, ça se sent, et justement, puisque tout le monde utilise cet outil-là, la plume, finalement, on le voit aujourd'hui, donc on le repère, donc il y en a qui l'utilisent très bien, et dans ce cas ça va, mais là en l'occurrence, si c'est pas utile pour la création, c'est pas forcément... Pour l'instant, voilà. C'est un plaisir aussi. Oui, voilà. Moi, j'aime écrire, ça me sort un peu, répondre aux commentaires. Je fais des vidéos aussi, ça fait quand même une différence dans le lien qu'on crée avec son audience. Là où j'ai utilisé ChatGPT, j'étais assez content parce que j'aime pas trop Excel. Enfin, j'aime pas le manipuler. Je trouve ça fastidieux, ni PowerPoint. Et c'est vrai que ChatGPT, pour créer des Excel ou des carousels, créer des espèces de trames et tout, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. C'est pas mal. Si on dit un contenu, fais-moi 4 slides avec cette trame-là, une trame qu'on peut lui demander de créer d'ailleurs, c'est pas mal. Moi, j'ai fait 2-3 trucs intéressants là-dessus que j'aurais pas fait sans ça. Ça reste à perfectionner, mais c'est pas mal. On développe en plus maintenant des outils pour aller derrière directement le designer automatiquement. Ouais. Enfin, ça va vite, donc c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Après, voilà, j'essaie de ne pas multiplier les outils. Quand j'ai des idées de poste, tout simplement, je les note sur Google Notes. Okay. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est dur de trouver l'inspiration. Et après, on en a beaucoup. Et souvent, je suis là, j'ai une idée, tiens, je pourrais avoir cette accroche, je pourrais parler de ce sujet-là, mais après, on oublie. Ouais. Mais là, je le note tout de suite. Et j'ai toute une base de données, d'idées ou de trucs que je rédige quand j'ai le temps et que vous ne perdez pas. Et après, de temps en temps, voilà, vous faites ça, vous copiez-collez et tout. Et franchement, il n'y a pas besoin de trucs de fou. Juste avoir des idées, commencer à écrire. Et puis après, alors, ce qui peut être utile quand on commence à se développer, moi je commence à y réfléchir parce que je commence à être sur plusieurs plateformes, parce que je suis sur LinkedIn, j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok aussi, j'en ai 18 000. J'ai pas regardé. Moi j'ai 18 000 abonnés, c'est pas mal, parce que comme je faisais de la vidéo verticale... C'est ambitieux de se mettre sur TikTok. Ça m'a plu, ça m'a challengé, quoi. Il faut y aller de toute façon. Et donc j'ai eu quand même... Et donc là, je réfléchis à avoir du contenu régulier sur TikTok, du contenu régulier sur LinkedIn. J'ai un projet de podcast aussi dont on discutait avec des shorts que je pourrais envoyer sur YouTube Shorts, sur LinkedIn, sur TikTok. Et là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un outil où en fait on peut distribuer sur plusieurs plateformes avec un clic. Parce que ça, c'est quand même un gain de temps phénoménal. Nous, on utilise Metricool. Voilà, alors je ne m'y suis pas mis, j'y réfléchis. Okay. Donc c'est une bonne info parce qu'il y a plusieurs outils. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas LinkedIn dedans. Il faut payer pour avoir LinkedIn. C'est ça. Alors bon, voilà. Donc je fais ma revue de presse là-dessus. Il y a un outil dont j'ai oublié le nom que j'utilise pour les lives ou les tournages de vidéos à distance. J'ai plus Livestorm peut-être ? Non. J'ai oublié. Quand on ne paye pas l'option, il y a un canard je l'ai pas. J'ai oublié, mais je le remettrai en commentaire sinon. Et là, c'est pas mal, parce que j'essaie de faire des lives aussi. Le live, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai fait déjà des lives où j'étais invité sur Insta, sur TikTok. Là, je vais faire mon premier live LinkedIn, que je suis en train d'organiser. Les lives, c'est pas mal, parce qu'on crée et puis après, on a un contenu assez spontané qu'on peut éventuellement redécouper en shorts. Donc, il y a plein de projets encore. L'expérience que j'ai des webinaires, des lives, etc., c'est finalement, il y a peu de gens, mais une fois qu'ils sont dedans, ça devient souvent des clients ou ça devient souvent des personnes qui nous contactent souvent. Ouais. Donc, on découvre un peu dans notre audience des personnes qu'on ne connaissait pas forcément et qui finalement suivent beaucoup et sont prêts à mettre en place une relation commerciale ou un partenariat. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est très complémentaire parce qu'en fait... il faut à un moment donné arriver à créer des liens personnels avec les gens qui suivent. C'est tout l'intérêt de la chose parce que je ne suis pas un média. Donc
ça permet après quand même de mettre des gens à l'aise et de détecter l'intérêt que peuvent avoir certains contenus. Parce que, en fait, on est toujours à la découverte et on est toujours surpris de ce qui peut intéresser. Ouais, c'est clair. On n'a pas le Vous même arrivez à point de dormir vue. avec tout ça là? Oui, ça va. Non, mais Non, parce après, que dans le réseau, machin, enfin, j'essaie de rationaliser. Voilà, Ok. j'essaie de rationaliser et de ne pas me faire aspirer par aucune de mes vies. Entre guillemets, parce qu'on a tous plusieurs vies, quoi. Je suis père de famille, je suis mari, j'ai besoin de temps pour moi aussi seul. J'ai une entreprise aussi qui m'amène beaucoup d'obligations, beaucoup de temps. C'est un métier où il faut être présent, notaire. Et puis j'ai cette vie digitale aussi, qui doit aussi être convertie dans le monde réel. Parce que le digital n'est pas suffisant. Il faut faire des rencontres physiques aussi. C'est un truc dont je me suis aperçu. C'est que en fait, c'est comme on disait pour les webinaires. Une rencontre physique, ça va permettre aussi de détecter, de rencontrer, de convertir des gens qui vont peut-être vous lire, vous suivre, sans forcément interagir, mais qui vont être très intéressés par avoir un échange. Et en fait, moi, ça m'a connecté sur plein de sujets. Ça peut être un client, mais ça peut être moi aussi découvrir une offre, un secteur d'activité, une vision. Et en fait, ça démultiplie les opportunités. C'est clair. Venez le 25 septembre, on fait un apéro avec plein d'avocats, plein de gens très sympas. Ouais. Nous, là, comme bientôt, on ne l'a pas encore fait. Non, mais il faut le faire. On a déjà une quarantaine d'invités et du beau monde. On fait des trucs toujours gratuits. Ouais, mais ça, c'est génial. Et c'est génial de voir les gens pendant une ou 2 heures. Un soir, on fait ça. Parce qu'en plus, c'est un truc où là, je suis pas bon. Parce que ça me stresse aussi, c'est d'organiser des événements physiques, de faire venir des gens. Toujours peur qu'il n'y ait personne. Oui, j'ai cette peur-là. Et puis, c'est vrai qu'il faut organiser, lancer les invitations. C'est un truc que j'ai le projet de faire, mais que je ne fais pas encore. Et qui finalement n'est pas très long, au fond. Oui, mais j'ai envie de soutenir les gens qui le font. Et en plus, c'est intéressant pour les gens qui y vont, on ne se rend pas compte. Et c'est vrai qu'en plus, pour moi, ça l'est encore plus, parce que souvent, quand je vais dans des événements comme ça, il y a des gens qui me lisent, qui me suivent, que je ne connais pas, et qui vont venir me parler. Et en fait, ça fait gagner beaucoup de temps dans une relation, parce que déjà, on prend en contact avec quelqu'un, les gens ont l'impression, me connaissent en fait, parce que c'est moi, quoi. Et en fait, on va gagner le temps d'un coup de téléphone, d'une visio, d'un ou deux déjeuners, parce que les gens savent ce que je fais, comment je pense, quelles sont mes conceptions, et on peut tout de suite passer à une étape. C'est clair. Ça, c'est génial. Moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit « j'ai l'impression de vous connaître », c'est génial. Je dis « on gagne du temps ». Ce genre de moi, format, parlez-moi de vous, du coup. Parce que ce genre de format est très important. Ces formats longs, en fait, c'est comme si on avait fait un apéro avec quelqu'un, mais de façon détendue, quoi. On connaît la personne et c'est tout de suite plus riche, quoi. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite sur la suite? Alors, on verra si vous venez le 25, vous ne serez peut-être pas là, il y a plein de beaux mondes, donc je vous jouerai à la com, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? C'est quoi les ambitions là, pour c'est continuer à développer l'entreprise, et puis mener tous ces projets, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent, de podcasts, de rencontres, et puis continuer à faire de belles rencontres comme celles qu'on a faites. Carrément. Si vous êtes avocat en droit IMO sur des sujets un peu précis, un peu fun, qu'il y a des choses intéressantes à raconter, envoyez un petit mot à Olivier, on ne sait jamais. Il y aura peut-être c'est avec plaisir, faire des collabs, des aides, des conseils. Pas forcément toujours pris, mais il y a matière. C'est un plaisir. Et puis merci Olivier, c'était top. J'espère que beaucoup vont suivre un peu vos pas, et il y a encore de la place, comme on l'a dit, donc il faut y aller. Et puis faut pas hésiter. Je vous souhaite le meilleur et que ça fonctionne, mais ça a l'air de le faire. Avec plaisir, à Merci bientôt. beaucoup. Merci.